Chimie, bonjour. Bonjour. Alors donc on a la chance, l'avantage et l'honneur d'avoir vice-président en charge de l'éducation et de la jeunesse du conseil régional, notre élu régional à la région Occitanie. Alors comme d'habitude, depuis le début de l'année, on va faire un petit point sur les grands dossiers de la région. Alors la région, c'est beaucoup de dossiers, c'est la jeunesse, c'est les lycées, c'est aussi des investissements routiers, donc plein de dossiers. Donc, est-ce qu'on peut retenir l'essentiel de la politique régionale qui aurait un impact sur le département de l'Ariège? On peut en retenir plusieurs. Effectivement, la région Occitanie, depuis cette grande fusion entre les deux ex-territoires que vous connaissez, la région elle a des compétences régaliennes, que sont l'économie, qu'elles sont la formation professionnelle, la question liée au lycée, qui est une compétence forte bien sûr, l'accompagnement aussi du monde agricole, du tourisme, avec notamment ces 40 grands sites Occitanie dont je rappelle que 2 grands sites identifiés sont notamment en Ariège, que ce soit autour de Mirepoix, des médiévales, mais aussi de la préhistoire, autour notamment de la grotte du Mas d'Asile et d'autres secteurs. Mais c'est aussi l'accompagnement des communes, notamment sur l'investissement, sur l'accessibilité de leurs bâtiments, sur aussi les infrastructures de leur territoire, et notamment un nouveau dispositif qui n'est pas neutre pour tous ces bourgs-centres de ce département de l'Ariège, qui permet notamment de travailler sur le réaménagement des cœurs de ville, parce qu'il ne vous a pas échappé que pour aménager des cœurs de ville, en fait, on a très peu d'aide des collectivités, parfois, et de l'État. Et c'est vrai que la région a décidé de considérer que la plus grande des richesses d'une région comme la nôtre, c'était la vitalité de ces bourgs-centres, et notamment dans des petits départements éloignés des métropoles. Ça fait partie des accompagnements que nous avons. Mais c'est aussi l'accompagnement des petits clubs sportifs. J'y suis très attaché, parce que moi qui ai la compétence des sports, c'est notamment cette année quasiment 100 clubs qui ont été aidés par la région, des petits clubs, c'est pas péjoratif, qui font la vie de nos villages dans ce beau département de l'Ariège. Et puis c'est d'autres sujets qui sont immenses. On a parlé des lycées, effectivement, on a aussi la question de l'apprentissage, même si on nous a repris une certaine compétence. On a aussi la question de l'orientation, on a aussi la question on accompagne aussi certaines associations d'éducation populaire. Aussi la jeunesse via le service civique, on accompagne aussi les associations. Bref, c'est un certain nombre de secteurs auxquels effectivement la région est présente. Et je n'oublie pas la partie aussi universitaire, notamment avec ce pôle universitaire à Foix, qui, je rappelle, on avait tous imaginé, notamment Martin Malvy, avec un objectif de 500 étudiants. On va vite y arriver finalement. On y est presque, notamment avec un investissement sans précédent de la région, plus d'1,5 million d'euros qui vont être notamment mis par la région pour finaliser le gros dossier d'investissement, pour remettre un peu à neuf tout ce qui reste à mettre. Une troisième tranche. Alors oui. Aussi, on vous a vu avec Carole Delga il y a peu de temps, pratiquement en fin d'année, ce fameux Parlement de la montagne. Alors, oui. La montagne, forcément, c'est l'Ariège. Ça touche quoi, le Parlement de la montagne? Mais ça touche, en fait, c'était une manière aussi de dire qu'il fallait... Alors, vous savez, la situation un peu particulière de notre région, c'est qu'on a 2 massifs, en fait. On n'a pas que les Pyrénées. Pour ne pas vexer nos amis de la Lozère, de l'Aveyron, on a aussi le massif central. Mais la grosse partie, c'est les Pyrénées, puisque 80% de la chaîne pyrénéenne, en dehors des Pyrénées-Atlantiques, bien sûr, sont dans la région Occitanie. Et on se disait depuis un certain moment, c'est comment on prend en considération déjà la vitalité de nos montagnes, la question de la biodiversité, la question de l'environnement, la question aussi du tourisme, et notamment de l'économie touristique. Et on est bien passé en Ariège, notamment pour les questions liées au thermalisme, aux stations de sport d'hiver, mais aussi au fameux tourisme 4 saisons que certains appelaient de leur vœu. Et ça, effectivement, pour le faire, il fallait s'appuyer notamment sur les acteurs de la montagne. Et je n'oublie pas, bien sûr, tous nos paysans, nos agriculteurs, nos éleveurs, qui, sans eux, effectivement, la montagne serait, je dirais, serait impossible à pratiquer, en tout cas impossible à pénétrer. Et là-dessus, il a fallu créer un parlement. Alors, vous savez, on est beaucoup dans un contexte de démocratie participative, avec notamment ce qui se passe autour des Gilets jaunes. Et effectivement, nous, on n'a pas trop attendu, parce que depuis notre élection, avec nos amis écologistes, on avait considéré qu'il fallait rapidement faire en sorte que tous les acteurs de ce territoire puissent participer activement au devenir de ces montagnes. C'est pour ça que le Parlement de la montagne, première des vocations, c'est de faire un point sur qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'on doit développer, et comment la région elle-même peut être un véritable vecteur de développement pour ces territoires. Le Parlement de la montagne, c'est 10 axes forts, je ne vais pas y revenir, ça serait trop long, mais c'est important pour nous, effectivement, puisque nous sommes très attachés à nos montagnes, très attachés, bien sûr, parce que c'est une richesse extraordinaire, puis c'est un patrimoine naturel qui est exceptionnel, auquel il faut protéger aussi, et il y a aussi des questions de la protection. Et je disais tout à l'heure les éleveurs, parce que dans une période, vous savez, on a eu beaucoup de discussions autour de la réintroduction des ours
avec très très peu de concertation. Ça fait partie, bien sûr, vous imaginez bien, des sujets qui ont été abordés. C'est comment aussi on accompagne, on protège nos éleveurs et le pastoralisme dans ces montagnes qui, effectivement, est une des plus belles richesses. Alors, vous êtes un élu de terrain, hein, on vous voit un peu partout en Occitanie, notamment en Ariège. Vous venez du terrain, hein, du fin fond de la Vlanée, hein, des Pyrénées, et quelque part, donc, vous avez parlé des Gilets jaunes. Oui. C'est quand même un mouvement qui est sorti comme ça du bois. Hein. Il y a eu des mouvements sociaux en 2018 et puis ça n'a pas fonctionné. Hein. Le gouvernement est passé en force et a réussi. On a l'impression que socialement ça n'allait pas bouger. Et pop, tout d'un coup, le peuple s'est un peu réveillé. Est-ce que ça vous a surpris, ce mouvement ? Surpris, oui et non. Le phénomène des réseaux sociaux fait qu'un mouvement peut vite s'organiser s'il prend. En tout cas, la mayonnaise a bien pris en ce qui concerne, parce que je pense qu'il y avait un contexte global d'une certaine population, donc une partie de notre population, une grosse partie, qui est en souffrance pour des questions bien sûr de fin de mois, de pouvoir d'achat, mais aussi de contexte politique national auquel on ne comprenait pas certains positionnements de l'État. Je prends l'exemple de l'ISF, mais d'autres sujets sont là. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre qu'on puisse ponctionner les gens les plus fragiles de notre territoire, de notre pays, et en même temps favoriser les plus riches. Ça, c'est quelque chose qui a de plus en plus de mal à passer. Après, c'est le soulèvement du peuple, finalement. In fine, vous avez des retraités, vous avez des jeunes chômeurs, vous avez aussi des jeunes étudiants qui sont mis dans ce mouvement, mais vous avez aussi parfois des agriculteurs qui se sont... et vous avez tout un phénomène comment dirais-je, un enchaînement de contextes sociopolitiques qui, effectivement, ont créé ce mouvement. Je condamne fermement les violences et notamment actuellement parce que c'est pas du tout la solution, et je trouve que moi le phénomène du mouvement, pour moi, me paraît noble dans le sens où ça permet de montrer la vitalité de notre démocratie. Donc moi je ne peux pas ni m'opposer ni contester. Ce que je conteste fermement, c'est les actes de violence. Jamais de la vie on se met dans une situation où à brûler une aire de repos, une aire d'autoroute, ou à frapper un policier, ou un lycée, puisqu'on l'a vécu effectivement à Blagnac. Ça, je dirais, c'est pas... Moi, je ne suis pas pour l'anarchie. Moi, je suis pour une démocratie représentative. Il y a des élections, les gens veulent s'intéresser à la politique, veulent se présenter. Ils se présentent, ils sont élus ou ils ne sont pas élus, ils représentent le peuple et ils y vont au suffrage. Et je pense qu'il faut effectivement que notre démocratie invente aussi des nouveaux concepts de participation. Alors là, on parle beaucoup du référendum citoyen. Ça fait partie des sujets auxquels l'État doit s'atteler. En tout cas, nous, la région Occitanie, sur le pouvoir d'achat, depuis 2 ans et demi, on s'en préoccupe. La rentrée scolaire, par exemple, pour nos lycées, puisqu'on n'est pas loin d'un lycée, c'est moins 400 € pour les parents d'élèves. Pour chaque élève, c'est moins 400 € dépensés. Puisque manuel scolaire gratuit, puisque les premiers équipements, quand on est jeune en lycée professionnel ou en CFA, c'est gratuit, parce qu'on a un ordinateur gratuit quand on a un lycée labellisé. Bref, c'est quand même des mesures qui permettent notamment d'atténuer le coût pour les familles, et c'est pas neutre. Parce qu'effectivement, on a quand même aussi dans le département de l'Ariège des familles à des revenus modestes. Et ça aussi, c'est le rôle des collectivités. En tout cas, c'est le rôle qu'on s'est donné. On est la seule région d'ailleurs en France à faire cette politique assez offensive pour le pouvoir d'achat. Alors vous avez été un des premiers élus, il me semble, à vous positionner en faveur de ce mouvement. Vous avez reçu un communiqué de M. Chibli bien avant tout le monde. Et on a senti quand même un certain flottement de la part d'autres élus qui n'arrivaient pas trop à se positionner, à se poser des questions sur ce mouvement, de savoir s'il fallait adhérer ou pas. Est-ce que le fait que vous ayez été en contact avec des gens, discuté, une remontée d'informations qui a fait que vous avez fait cause pour ce mouvement? D'abord parce que je connais les personnes, mais je connais aussi les revendications. Moi, je vous avais dit, je suis du terrain, vous savez, je suis natif de la Vlanée, j'ai mes parents. Mes parents ont une retraite de moins de 600 € par mois, donc je sais ce que c'est. Moi, je m'occupe de mes parents, donc je connais les difficultés locales et que sont touchées un certain nombre de personnes. Et puis la vérité, c'est que sur la question de l'augmentation du prix de l'essence, moi, vous savez, j'ai beaucoup travaillé aux côtés de Ségolène Royal, comme vous savez, qui a été ministre de l'écologie, et je me rappelle encore avoir défendu avec elle la question de l'écologie ne doit pas être punitive. Encore moins, elle ne doit pas être punitive pour les personnes les plus fragilisées. Ceux qui n'ont pas la capacité d'acheter, on va dire, un chauffage digne de ce nom qui respecte l'écologie, la capacité d'acheter une voiture électrique, la capacité d'avoir un investissement digne de ce nom pour isoler sa maison, ça coûte de l'argent. Il ne faudrait pas que ceux qui sont le plus démunis, qui ne peuvent pas le faire, mais finalement, ils sont encore plus pénalisés. Donc moi, ça a toujours été ma conception.
Et c'est pour ça que d'emblée, effectivement, j'ai soutenu ces revendications-là, parce qu'effectivement, ça venait dans un contexte où une accumulation d'augmentation de taxes venait en janvier, alors que par derrière, on avait encore l'ISF qui était présente pour un certain nombre de nantis de notre pays. Voilà, après, je vous dis, ça ne cautionne pas de ma part la violence, parce que je sais manifester, je sais me mobiliser, je l'ai fait pendant des années, à titre politique. Donc je comprends tout à fait la colère et l'inquiétude d'un certain nombre de nos concitoyens. C'est pour ça que d'emblée, effectivement, je me suis mis à soutenir par ce communiqué. Alors donc on a passé les fins de l'année malgré tout, hein, même si le début d'année, ça secoue encore. On l'a vu le week-end dernier. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour 2019 est-ce qu'on va tourner la page? Alors il y a des propositions d'ouverture sur une démocratie participative, il y a un grand débat qui veut s'installer. Donc quelle est la position de la région, votre participation à ce grand élan? Moi, je pense qu'il faut que 2019 soit l'année du retour à la discussion et à la concertation. Je ne suis pas... Parce que quand je dis, je pense, vous avez fait référence à mon communiqué dès le départ sur les Gilets jaunes, mais je n'oublie pas aussi l'impact que ça a pu avoir chez nos petits commerces, nos petits artisans, parce que ça pénalise aussi l'économie et parfois même ceux qui sont concernés par la question du pouvoir d'achat. Donc moi, je souhaite à ce que vite les choses se mettent en place, y compris... Il ne faut jamais refuser une main tendue. Moi, je n'ai jamais refusé, peu importe les jugements que l'on peut avoir. Je pense que 2019 doit être l'année, je dirais, du retour à l'échange, à la partage, à la discussion, pour essayer de trouver des solutions ensemble. Il y a une main tendue qui est faite par le gouvernement. Je pense qu'il faut y aller, il faut écouter, voir ce qui est à dire, en tout cas, et faire remonter un certain nombre de revendications. Et à partir de là, il faudra voir un petit peu ce qui est décidé au plan national. Mais on ne peut pas refuser toutes les mains tendues qui vont être faites par l'État et par le président de la République. Même sur un certain nombre de politiques, bien sûr, je les combats à titre politique. Mais je pense qu'il va falloir qu'on se mette tous autour de la table et pouvoir retravailler là-dessus et faire remonter un certain nombre d'inquiétudes. Donc ça serait l'année que je souhaite pour cela, par rapport à cette tension qui quand même est très pesante. Et on l'a vu dès la rentrée, notamment dès samedi, notamment avec cette nouvel acte qui a été quand même très violent. Et moi, je ne souhaite pas que ça devienne l'anarchie. Je ne souhaite pas l'anarchie pour mon pays. Mon pays est un pays libre, un pays démocratique. Et je souhaite à ce qu'il le reste durement, avec bien sûr des acquis sociaux qui sont, par rapport à d'autres pays que l'on connaît, qui sont bien supérieurs. Et moi, je souhaite à ce que ce socle social soit préservé dans notre pays. Et pour cela, je pense qu'il faut revenir autour de la table. Et après, pour le département de l'Ariège, au-delà du contexte des Gilets jaunes, qui est un contexte majeur, je pense qu'effectivement, entre ce qui s'est passé avec l'élection d'Emmanuel Macron, qui reste un tsunami politique, on a un autre tsunami qui est un tsunami social finalement, avec des syndicats et des partis politiques qui ont été dépassés par leur gauche ou par leur droite, par un certain nombre, bien évidemment, de citoyens qui ont décidé de se prendre par la main, et je trouve ça très noble pour notre démocratie. Et après, pour mon département, je dirais pour mon département de l'Ariège, la question de l'économie, bien sûr, la question de l'emploi, la question des jeunes, puisque se préoccuper de l'avenir, c'est aussi se préoccuper de notre jeunesse, c'est comment on les forme, comment on les accompagne pour qu'ils puissent trouver un emploi, comment on les accompagne pour qu'ils puissent trouver de quoi vivre, de quoi dormir. Et je crois que c'est l'essentiel d'une politique que l'on doit mener. En tout cas, c'est l'ambition que je souhaite pour mon département et pour les habitants de l'Ariège, puisque beaucoup de dossiers, mais je ne vais pas y revenir, vous avez fait référence, on a fait centre universitaire, le château de Foix qui arrive, on a parlé des lycées, on a parlé d'un certain nombre de dossiers qui arrivent, et donc c'est ce qui va me préoccuper au quotidien, c'est savoir comment cette région-là soit un plus pour les habitants de ce département et pour tous les acteurs de l'Ariège. Est-ce qu'on parle un petit peu des élections, puisqu'en fait il y aura quelques échéances électorales. Bon, maintenant, il y a des scrutins nationaux, donc est-ce que ça touche les européennes? Est-ce que vous avez le sentiment que, justement, Ariégeois, comme habitants d'Occitanie, se préoccupent véritablement du dossier européen? Est-ce que c'est un dossier, ou est-ce que on aura des taux d'abstention, selon vous, qui seront importants comme d'habitude, parce qu'on voit l'Europe d'assez loin? On a moins de 6 mois d'élection, on en parle très peu. Le contexte social fait que c'est un peu mis de côté, même si on parle de l'Europe parce qu'on pense que peut-être les Gilets jaunes présenteront des candidatures pour les élections européennes. C'est le seul moment où on parle des élections européennes. Sans compter bien sûr la question liée bien sûr au Brexit, avec la situation en Angleterre. Non, je pense que les élections européennes sont importantes, mais malheureusement, elles risquent encore d'être boudées dans les urnes par nos habitants, par nos citoyens.
J'espère qu'elles ne le seront pas, puisque l'Europe, effectivement, c'est important pour nous. Les nationalismes, tout. Vous l'avez vu l'Italie, vous avez un certain nombre de montées d'extrémisme depuis longtemps, hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait un certain nombre d'élections que nous avons. On sait très bien que c'est une élection qui va très bien aux extrêmes. En plus, c'est un scrutin national, donc moi, je ne veux pas que mon pays, au mois de juin, sorte Marine Le Pen premier au niveau de ces élections-là. Ça sera un signal catastrophique. C'est un peu ça le danger, non? C'est le danger à chaque élection européenne. C'est la montée des extrêmes qui profitent en plus avec une situation d'un contexte social compliqué. Vous savez, il y a toujours ceux qui surfent sur la vague de la misère des gens. Moi, j'ai toujours refusé. Moi, je préfère mettre la main dans le cambouis et voir ce que je peux faire à mon niveau que de surfer sur la vague de l'extrémisme, que la question des migrants, un certain nombre de sujets qui aujourd'hui, effectivement, font que cette élection européenne est inquiétante. Donc moi, je nous invite à tous à bien voir ce qu'apporte l'Europe. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on a vécu de guerre et qu'il ne faut pas revivre. C'est un argument fort quand même et qui n'est pas des nôtres, puisque l'Europe, c'est aussi une manière d'entériner un certain nombre de guerres et de conflits qui ont fait des millions et des millions de morts dans notre territoire, dans notre belle Union européenne. Mais c'est aussi de voir ce que fait l'Europe au quotidien. Et ça, c'est l'incapacité que nous avons eue collectivement pendant des années à incarner l'Europe. Vous savez, moi, c'est ce que je dis avec la région. Chez la région, il faut qu'elle soit incarnée parce qu'il ne faut pas que ça soit juste un logo, un drapeau. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est juste pour certains, c'est un drapeau ou un logo. Donc il faut qu'elle soit incarnée, des hommes et des femmes. On a, vous savez, dans ce territoire, Éric Andrieux, qui est un député européen qui a fait du grand boulot. C'est pas forcément connu par tous, mais effectivement, qui essaye de passer dans chaque territoire pour dire ce que fait l'Europe pour l'élevage, pour l'agriculture, pour l'économie, pour le tourisme, pour l'économie sociale et solidaire. Mais là, malheureusement, un certain nombre d'habitants, de concitoyens ne sont pas forcément au fait de ce que fait l'Europe au quotidien. En tout cas, j'espère que surtout, on va y aller mobilisé dans les urnes, parce que mon inquiétude à moi, c'est le nombre d'abstentions, parce que je pense qu'il risque encore d'être important. Et surtout que c'est une année avant les élections municipales, et je pense que ça vous fait la transition. Voilà, la transition sur les élections municipales. On va parler de l'Ariège. L'Ariège, vous parliez d'éclatement au niveau national. Oui. Monsieur Macron qui a un peu dédité la vie politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer en Ariège par rapport à ça? Quelles sont les forces en présence? Et j'imagine que vous, côté région, vous regardez ça, vous êtes un élu de la région qui est issu des rangs socialistes, donc vous serez touché par ça? Vous avez des velléités pour reprendre quelques... Vous savez, moi je n'ai jamais été j'ai jamais eu des plans sur la comète, j'ai jamais vraiment eu une stratégie précise. Moi je suis arrivé un peu par hasard en politique en 2001. Voilà, j'ai eu l'opportunité d'être maire adjoint à Lavelanet aux côtés de Jean-Pierre Bel. Je l'ai été pendant 13 ans. Donc vous savez, moi la politique, je ne suis pas né dedans. J'étais dans le monde associatif et je me suis découvert une passion, oui, la passion, je pense, des autres. Hein. La passion aussi de faire et de construire, parce que moi je suis pas un diseux, je suis un faiseux. Je suis pas un diseux, je suis un faiseux. Et moi j'aime faire et construire. Moi je suis un homme de construction. Et effectivement, en Ariège, comme tout département, on s'intéresse à nos communes importantes, à nos comités de communes, à l'agglomération de ce qu'il va y avoir, parce que c'est l'avenir. Donc forcément, ce qui va se passer dans les grandes villes, mais aussi les petites villes, les petits villages, qui parfois vont se retrouver avec 100 candidatures pour relever, parce qu'aujourd'hui, être maire ou un élu local, contrairement à ce que pensent un certain nombre d'habitants, c'est pas un luxe, hein, c'est pas la panacée, c'est très compliqué, c'est un engagement de tous les instants, c'est beaucoup d'investissement personnel au détriment de sa vie familiale et personnelle, et c'est parfois beaucoup de stress. Vous savez, on ne parle pas d'un certain nombre d'élus qui sont victimes et qui sont en souffrance aussi, personnellement, j'en ai connu, parce qu'il y avait des dossiers à gérer qui étaient complexes. Donc voilà, non, j'y suis attaché parce que forcément, l'avenir de l'Ariège passera aussi par ces communes, par ces territoires, par ces comités de communes, par la force que nous aurons à construire des projets importants. Pamiers en fait partie, Foix en fait partie, Saint-Giron, Lavelanet, je ne néglige pas les autres communes, hein, mais effectivement, prenez l'exemple de Pamiers, parce que je pense que vous voulez faire référence à Pamiers. Pamiers, c'est la plus grosse commune du département, c'est l'entrée par rapport à la métropole, c'est un des plus gros pôles économiques de notre département. Quand vous vous occupez de l'Ariège, ne pas vous intéresser à Pamiers, ça sera un problème. Donc en ce qui me concerne, effectivement, je regarde tout ce qui se passe dans mon département, et je serai attentif, et j'y participerai à la place qui sera la mienne, pour faire en sorte que ceux qui prennent le relais après soient en capacité d'avoir un projet constructif et surtout ambitieux pour notre département.
comme on est un petit département, effectivement, Ah il y oui a plein de bruit qui court. Hein, Ah oui, j'entends aussi, ouais. Et donc, on dit oui, il s'intéresse à Pamiers, oui, Ouais. il sera peut-être sénateur. Enfin, voilà, donc franchement, est-ce qu'il y a une réponse à donner? Est-ce que Kamel Chibli, c'est la région, et voilà, il porte la parole de l'Ariège à la région? Est-ce que Kamel Chibli veut revenir sur son pays et peut-être s'investir différemment? Ben, Kamel Chibli est sur son pays, déjà, il est ancré, et j'y suis tous les soirs, tous les jours. Je sillonne les 13 départements, mais j'y suis, je suis attaché. Vous savez, je fais presque 10 000 km par mois, parce que, pas pour me faire plaisir, c'est parce que je suis attaché aussi à aller à la rencontre des acteurs de nos territoires et construire. Bien sûr que tout ce qui se passe, vous savez, j'ai toujours été engagé en politique, j'étais engagé en 2001, j'étais élu. Donc vous dire que ça ne m'intéressait pas, ce serait vous mentir, et ce n'est pas ma façon de faire de la politique. En ce qui me concerne, Pamiers, je l'ai dit à plusieurs reprises, est une ville importante. Nous avons fait récemment des investissements importants de la région. Le mandat d'élu régional me plaît, me satisfait énormément, me procure beaucoup de plaisir parce que j'y sens vraiment de l'action concrète. Parce qu'il n'y a rien de pire quand vous êtes élu que de ne pas avoir le sentiment de gérer des projets au quotidien. C'est le cas aujourd'hui de ma fonction. Pamiers, effectivement, comme je l'ai dit à d'autres qui m'ont questionné. Je vais regarder avec attention parce que c'est pas moi forcément. Vous savez, je me lève pas le matin en me disant je vais aller là ou là. C'est pas du tout ma façon de faire la politique. Oui, Ouammaraza. Franchement, c'est pas du tout. C'est que parfois vous suscitez l'envie de certaines personnes de vous dire on aurait besoin de quelqu'un de dynamique. Je le prends comme du positif, tout ça. En tout cas, le retour de certains acteurs de nos territoires, notamment sur Pamiers et la Basse-Ariège, me font un retour assez positif sur ce que je serai en capacité de faire sur ce territoire-là. En tout cas, moi, je ne vais pas vous le faire en langue de bois, mais là où je peux être utile, je le serai pour mon département. Et honnêtement, je n'ai pas d'ambition personnelle affichée. Pamiers, je n'ai jamais imaginé l'ambition sur cette ville, ou comme d'autres villes d'ailleurs. Je n'ai jamais été candidat à prendre une mairie. La seule chose qui me fait réfléchir aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'acteurs, de personnes, influentes parfois, vous disent que ça serait bien de s'investir plus dans le local, dans certains territoires, dans certaines communes. Pamiers en fait partie notamment. En tout cas, moi, je le ferai pour servir mon département et les différentes villes de l'Ariège, comme je le fais d'ailleurs depuis 10 ans et demi dans la fonction qui est la mienne. Mais je peux vous garantir que le travail que je fais auprès de Carole Delga et que je fais pour les Ariégeois me plaît énormément. Et j'espère que encore pendant 2 ans et demi, parce que les municipales, c'est en 2020, mais la région, ça termine dans 2 ans et demi. Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour faire avancer l'Ariège et les dossiers de l'Ariège. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2019 aux Ariégeois? D'abord de la santé, parce qu'avec ce qu'on a vécu récemment, et j'aurais une pensée, bien sûr, pour André Rouche, pour Alain Fauré, puisque nous avons perdu ces 2 grands hommes qui ont marqué notre département. Donc d'abord la santé, en tout cas, je voudrais aussi leur rendre hommage, et notamment André Rouche, qui fut un grand président du PNR et un élu local, notamment dans le Céronais. Donc la santé, bien sûr le bonheur pour chacun d'entre nous, chacun d'entre eux, pour chaque Ariégeois, et aussi de la réussite dans les projets qui seront entrepris par les uns et les autres. Voilà, je pense qu'il faut rester modeste, mais je pense pas des phrases convenues, mais de la santé, du bonheur et de la réussite, et pour certains, pourquoi pas, pour ceux qui recherchent du travail, trouver un emploi, et permettre de vivre décemment dans un pays qui est magnifique et dans un département qui est quand même tout de même magnifique.